Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, même si vous êtes parmi les dizaines de rares à regarder cette vidéo, parce que oui, force est de constater que depuis quelques vidéos, j'ai difficilement, voire quasiment pas, atteint les 100 vues. Mais comme je l'ai dit, de toute façon, moi j'ai rien à y gagner et j'ai tout à perdre. Enfin non, j'ai rien à perdre et tout à y gagner, c'est plutôt l'inverse, de continuer à faire ces vidéos, même si vous n'êtes qu'une dizaine peut-être à voir cette vidéo jusqu'au bout, en entier. On va commencer par un truc quand même pas négligeable aux États-Unis, dont certains médias mainstream se cachent bien d'en parler, et à juste titre. Vous avez remarqué que quand il s'agit de Trump, tout ce qui est plainte, tribunaux, procès, etc., alors là, ça, on sait en parler. En revanche, quand il y a des casseroles qui commencent à remonter à la surface concernant Joe Biden, là, tout d'un coup, il y en a qui font les sourdes oreilles. Et il se trouve que hier ou avant-hier, il y a eu une audition. Alors, c'est pas une audition du Parlement américain, quoique j'ai un doute, je ne sais pas. De toute façon, je vous mettrai le lien de l'article en question. Des personnes ont été donc interrogées concernant, alors je crois qu'il y a un lien avec la procédure de, pas de destitution, mais vous savez, cette procédure qui consiste, l'empêchement, voilà, procédure d'empêchement sur Joe Biden, mais enfin, la procédure n'est pas lancée, mais actuellement, vous avez des enquêtes qui sont faites, des auditions qui sont faites, pour savoir si oui ou non, la procédure d'empêchement peut trouver des piliers, peut trouver des sources qui justifient de lancer cette procédure. Et donc, c'est dans ce cadre-là que rentre cette audition où des anciens collaborateurs de Joe Biden et des collaborateurs financiers, puisque Joe Biden et quasiment tous les politiciens américains d'ailleurs ont des affaires, hein. Ce sont des businessmen, des milliardaires qui boursicotent aussi, qui font des investissements à droite à gauche, etc. Donc c'est des anciens collaborateurs, et plus particulièrement des collaborateurs qui continuent à travailler pour les intérêts de Joe Biden alors qu'il était vice-président. Eh bien, certains d'entre eux ont déballé leur sac. D'où le titre d'ailleurs que certains utilisent en disant « le chaos ». Et pour cause. Certains témoignages relatent que oui, c'est vrai, en effet, Joe Biden, lorsqu'il était vice-président, a utilisé son statut de vice-président pour faire de l'influence, voire même de la pression. Et d'ailleurs, un des faits indiscutables que même les progressistes ne peuvent absolument pas justifier ou dénier, c'est le fait que, alors je crois que c'est en 2014 ou 2016, Hunter Biden a été nommé directeur général de la société Burisma. Burisma qui est une société d'exploitation de gaz. Vous comprenez que c'est comme si par exemple en France, Macron décide de nommer un Américain à la tête d'EDF, d'Engie si vous préférez. Logiquement, les grandes entreprises françaises, voire même nationales, ce sont des Français. Il y a eu des franco-belges, il y a eu des franco-suisses, etc. Mais c'est du francophone. C'est des gens qui ont quand même des activités, qui ont une renommée, qui ont un nom, qui ont une réputation, qui ont une carrière française. Et non pas voir débarquer tout d'un coup du jour au lendemain quelqu'un que personne ne connaît, qui plus est, a une nationalité étrangère et
qui, de par son parcours, et là on en revient souvent à faire allusion à ceux qui ont fait des parcours chez les Rothschild, chez Goldman Sachs, chez JP Morgan, que forcément c'est des gens qui soi-disant ont quitté ces entreprises, mais en réalité n'ont jamais véritablement quitté ces entreprises, parce que quand on fait partie de ces grandes familles, on y est toujours attaché, on y a toujours des liens, on y a toujours des relations. Et donc évidemment, le fait que le fils même du vice-président soit nommé directeur général de l'entreprise Burisma, entreprise ukrainienne d'exploitation de gaz, enfin distribution de gaz ou d'exploitation de gaz, je ne sais plus, forcément, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est tiens, celui-là, il a été planqué, il a été placé, il a été pistonné. Donc évidemment, ça, les médias mainstream américains, non, on n'en parle pas. C'est sans intérêt. Et puis en plus de ça, c'est encore une attaque des républicains contre notre grand président, l'un peut-être des meilleurs présidents que les États-Unis ont eu. Hein. Bon, c'est un président qui a de plus en plus de mal à essayer de vendre l'outil de communication qui s'appelle le binémonique, hein, qui est le bilan économique de Joe Biden. Un Joe Biden qui de temps en temps, quand on le sort, on croise les doigts que ça se passe bien. Alors des fois ça se passe pas trop mal, puis il y a des fois où ça se passe pas bien. La dernière en date, c'est à un moment donné, il a commencé à vouloir quitter la scène d'une intervention, mais pas du bon côté. Ou à un moment donné, apparemment, il a commencé à se disperser et paf, ils ont balancé une musique en faisant croire que c'était un incident technique, que c'était une erreur, pour essayer de le réveiller, pour essayer de le remettre dans les rails. Ah oui, non mais je vous le dis franchement, hein, moi je m'amuse parfois à poser la question aux Américains. Je sais des Américains qui vont voter Joe Biden au mois de novembre. Mais je leur dis, mais qu'est-ce que ça vous fait de voter pour un mec que vous savez qui ne contrôle plus rien en fait? C'est une marionnette. Parce que ne me faites pas croire que Joe Biden dirige les États-Unis d'Amérique. C'est faux. Mais évidemment, vous entendrez, oui, mais vaut mieux Biden que Trump. Ah bah oui, c'est sûr que vaut mieux une momie que Donald Trump qui, même si c'est pas le meilleur président qui soit, même si sa personnalité, son caractère sont, on est d'accord, très discutables, mais au moins c'est un mec qui fait les choses. Bon, je ne veux pas polémiquer sur est-ce qu'il fait bien, est-ce que c'est pas bien, bon, peu importe. Mais au moins, il y a une lucidité qu'il n'y a pas chez Biden. Donc en finalité, au mois de novembre, les Américains vont se retrouver le cul entre deux chaises, c'est-à-dire voter pour quelqu'un pour contrer Trump. Voilà. Et ça va être à peu près 80% des Américains qui vont voter Biden, c'est-à-dire on vote Biden parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Bon, sauf évidemment s'il se passe quelque chose d'ici là qui empêche Biden finalement d'être opérationnel pour être candidat et qu'il soit remplacé. Ça peut toujours arriver. Au mois de novembre, hein, c'est encore plusieurs mois, cet été, il peut se passer des choses. Donc voilà, c'est la démonstration que finalement, il y a une chose au moins que Donald Trump, on ne peut pas lui retirer, qui dit un mensonge ou dit une connerie, c'est que de toute façon, aujourd'hui, les États-Unis sont maintenus par l'État profond. Que c'est l'État profond aujourd'hui qui dirige le pays. Ce n'est pas l'administration présidentielle qui est à la Maison-Blanche. L'administration présidentielle, de temps en temps, elle reçoit des ordres et elle exécute des ordres. Exactement comme Macron. Hein, je veux dire, Macron, très sincèrement, je vous l'ai dit, hein, c'est son coup avec l'Ukraine, c'est pour faire peur. Mais il se peut, et il n'est pas exclu, que pour sortir
de la merde dans laquelle aujourd'hui le monde de la finance est, parce qu'aujourd'hui le monde de la finance est dans la merde. Regardez l'or, regardez bientôt l'or va atteindre les 3000 $. L'argent, pareil. Le Bitcoin, aussi. Le Bitcoin, tiens, tout d'un coup, qui nous a fait une envolée. Donc, quand vous avez ces indices-là qui commencent à partir à la hausse, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que on n'est pas très tranquille dans les milieux d'investissement boursier et bancaire, et de la finance d'une manière générale. Donc, oui, la finance, elle est contente pour au moins un secteur qui est le secteur militaro-industriel. Elle a ses guerres. Elle peut vendre, tu mieux, par l'intermédiaire des États du matériel à l'Ukraine, et elle peut vendre également du matériel à Israël. Là encore, les médias jouent leur rôle, c'est-à-dire que la belle Amérique très solidaire et humanitaire, qui balance sur la côte de Gaza, du sud de la bande de Gaza, du côté de, je ne sais plus quel, je crois que c'est Rafah, non, c'est pas Rafah, enfin bref, peu importe. Mais derrière, pour la somme qui va être dépensée pour envoyer justement cette aide alimentaire aux Palestiniens, vous pouvez multiplier par 5 ou voire 10 le montant du matériel militaire qui aura été acheté pour aider Israël. Donc actuellement, avec deux conflits que sont l'Ukraine et le conflit israélo-palestinien, en plus d'autres petites guerres en Afrique, dans certains pays d'Amérique du Sud et centrale, aujourd'hui, si vous avez de l'argent investi, investissez dans les sociétés qui sont liées de près ou de loin au commerce, au marché des armes, au marché de la guerre. Parce que là, je peux vous dire, vous allez vous faire des couilles en or. Et comme je disais, donc Macron, si ça se trouve, peut-être, en effet, il a reçu des ordres, vu que c'est pas l'Union européenne qui va bouger son cul pour aider l'Ukraine de façon concrète, de façon physique, et bien Macron, il est en train tout simplement de jeter des pavés dans la mare. Et même si, pour l'instant, je suis toujours convaincu qu'on ne peut pas envoyer des soldats en Ukraine, est-ce que Macron serait taré au point de le faire quand même? Justement, comme je vous dis, parce qu'il en a reçu l'ordre. Parce qu'il a reçu l'ordre de mettre un pavé dans la mare, parce qu'il a reçu l'ordre de mettre les pieds dans le plat et obliger ses partenaires européens finalement à suivre. Parce que si, en effet, il envoie des militaires français en Ukraine, que croyez-vous qu'il va se passer avec d'autres pays européens? Les Allemands, les Britanniques, même si c'est pas les Britanniques, sont un petit peu à part, mais ils sont quand même dans l'OTAN. Les Britanniques, les Allemands, les Polonais, Espagnols, Italiens, Autrichiens, Roumains, Bulgares, est-ce que ça va pas les inciter? Putain, la France, elle y va, on va quand même suivre. Non, franchement, le scénario, je peux pas y croire, Mais si ça arrive, s'il le fait, là, j'ai envie de vous dire, vous êtes mal, Vous êtes très mal. Parce qu'à partir du moment où les Français mettent les pieds dans l'Ukraine, ça veut dire qu'ils ne sont pas là juste pour faire joli. C'est qu'ils vont être là aussi pour, directement ou indirectement, se battre contre les Russes. Donc si les Russes considèrent qu'en face d'eux, ils ont des Français, même si la France ne déclare pas la guerre, ou même la Russie déclare la guerre, ne déclare pas la guerre à la France, on est quand même dans une situation de merde. Croisons les doigts que j'ai raison de ne pas croire. Mais ceci dit, oui, de toute façon, les va-t-en-guerre, ils vont se multiplier de plus en plus sur les plateaux télé pour vous faire peur. Donc, advienne que pourra, à suivre, parce que il y a peut-être des éléments qui nous échappent, des petits détails dans les rouages qui nous échappent, et qui
pourrait complètement ruiner la raison qu'on ait de juger ou d'estimer une situation pour aller plutôt dans un sens que dans un autre. Et j'ai envie de dire un sens plutôt dans un sens que dans un autre, sous-entendant que la situation pourrait très vite déraper et très vite empirer selon, j'ai envie de dire, justement ces éléments qui nous échappent. Et des éléments qui pourraient justifier, je dirais même à l'image de ce qui s'est passé avec l'attaque russe, c'est-à-dire que même moi, j'étais pourtant persuadé que les Russes n'allaient pas attaquer. Parce que je n'y voyais pas, ne serait-ce que peut-être le fait de protéger les russophones du Donbass. Mais est-ce que ça justifiait à l'époque d'attaquer l'Ukraine pour ça? Sauf que les 72 heures avant, quand les Américains ont été très insistants sur le fait si vous allez voir, la Russie va attaquer, le machin, etc. Finalement, on s'est dit, ouais, encore, les Américains, ils jouent leur rôle d'alarmiste, etc. Et finalement, on s'est rendu compte que on peut critiquer les Américains sur leur façon de vouloir faire toujours du drama, du show, mais force est de constater que sur des informations, tout du moins sur l'information, le renseignement d'une manière générale, même s'ils ne sont pas publiés, etc., on a quand même la surprise de se rendre compte que quand on cherche un peu, il y a des rapports publics, des rapports classifiés, qui démontrent des années avant, finalement, ce qui s'est produit. Moi, ça m'est arrivé des fois de tomber sur des rapports du FBI ou même du Pentagone, parlant justement des problèmes, des risques du terrorisme, etc. Même moi, je me souviens, à l'époque, quand j'ai eu Internet en 98, par curiosité, j'avais été sur le site du FBI ou de la CIA, je sais plus, je crois que c'est CIA. Et parmi le top 5 des personnalités les plus recherchées par la CIA, il y avait Oussama Ben Laden. C'était en 98. 3 ans avant le 11 septembre. Donc ça veut dire que si parmi ces 5 personnalités les plus recherchées par la CIA, Oussama Ben Laden était déjà considéré comme un danger, donc que dire aujourd'hui? Que dire de ce que pourraient éventuellement posséder en renseignement les Américains, de ce qui pourrait être annonciateur de ce qui pourrait vous arriver chez vous en Europe? Souvenez-vous le document que je vous ai mis dans ma précédente vidéo, lisez-le. Lisez-le. Bon, il est en anglais, mais c'est pas grave. Avec le lien, vous faites un clic droit, vous faites traduire en français, et vous verrez. Vous verrez qu'il y a des informations très intéressantes. Et dont cette information, je vous avais dit que de toute façon, pour eux, malgré la politique de Poutine, malgré les ambitions de Poutine, Poutine est parfaitement conscient qu'il n'a aucun intérêt de se retrouver en situation de guerre contre l'OTAN, parce qu'il sait qu'il n'en a pas les moyens. Il n'en a pas les moyens humains, voire même matériels, en matière de guerre conventionnelle. Là, je ne parle pas du nucléaire. Déjà, en Ukraine, il tire un peu la langue, parce que vu qu'il a fixé le conflit, et pour fixer un conflit, il faut des moyens derrière. Il faut alimenter, il faut mettre des hommes, il faut mettre du matériel, il faut mettre en place la logistique, etc. Ça coûte de l'argent. Donc déjà, ça, là, pour l'instant, il tient, mais il ne faut pas que ça dure 107 ans. Il y a un moment donné où il va falloir fixer les choses. Et fixer les choses, c'est-à-dire faire un traité, voilà, comme on a fait avec Chypre, comme on a fait avec la Corée, etc. Déterminer une zone démilitarisée entre les territoires russes d'Ukraine et l'Ukraine en tant que nation. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, même les filles aujourd'hui sont sur cette position-là. Donc évidemment, les filles aujourd'hui, ils se font allumer, ils se font cracher dessus par les anti-poutinistes, les pro-ukrainiens, etc.
Mais quand vous avez sur les plateaux télé en France des gens qui disent oui, mais finalement, Emmanuel Macron, il n'a pas tort. Et qu'en face, vous n'avez pas des journalistes qui disent non, mais attendez, vous vous rendez compte que si jamais on fout les pieds en Ukraine, en tant qu'armée française, c'est du suicide. Mais vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une époque où la communication a tellement été simplifiée, infantilisée, hypersensibilisée, que sur les 100 personnes qui vont peut-être regarder cette émission, il y en a au moins 70 qui vont tellement avoir les jetons, qui vont tellement fonctionner dans le phénomène de peur, que ces gens-là, le jour où tu leur présentes un document pour signer, si vous voulez la guerre, si vous voulez lutter, repousser les Russes d'Ukraine, ils sont prêts à signer. Ils sont prêts à signer sans se rendre compte qu'en signant, ils légitiment le fait que s'ils ont des gamins de moins de 25 ans, leur gamin pourra parfaitement être conscrit dans le cadre de la réquisition pour aller jouer les petits warriors en Ukraine. Parce que ça aussi, c'est pareil. Hein. Tous ceux qui sont sur Internet, là, avec leur petit drapeau ukrainien, s'ils ont moins de 25 ans, est-ce qu'ils se rendent compte que si jamais Macron, il arrive à faire ce qu'il veut, et que forcément, quand vous avez un général qui dit oui, de toute façon, il faudra faire de la conscription parce qu'il faudra alimenter notre armée, au moins d'1 200 000 soldats. Où est-ce qu'on va les trouver, les 1 200 000 soldats, si ce n'est par la conscription ou la réquisition des jeunes de moins de 25 ans? Parce que les réservistes, comme je vous l'ai dit, les réservistes, la proportion de réservistes aujourd'hui ne suffira pas. Donc, comme je vous le dis, tous ces petits fanatiques avec leur petit drapeau ukrainien sur Twitter, posez-vous la question si vous n'êtes pas de ceux qui, demain, seront obligés de rentrer dans l'armée pour aller faire la guerre aux Russes en Ukraine. Mais ça, pour ça, il faudra déjà qu'ils aient un cerveau. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, suivez l'actualité. N'hésitez pas à partager, pour m'aider peut-être à faire plus de 100 vues dans mes vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien.